Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer d'échanger avec Théo sur la capacité que doivent avoir les personnes qui, par exemple, décident d'investir dans la crypto-monnaie, à avoir, on va dire, des attentes qui soient réalistes dans la crypto. Parce que c'est vrai que nous, bon, ça fait des années qu'on investit sur ce marché-là, et c'est vrai qu'on a tendance à voir l'investissement uniquement à travers le prisme de l'investissement crypto. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de, on va dire, de très bien pour notre capacité à pouvoir gérer le risque correctement. Parce que ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens, sur un bull run qui font un fois 10, un fois 20, un fois 30 et qui sont dégoûtés parce qu'ils auraient pu faire un fois 100. Et c'est vrai que quand tu le compares avec d'autres types d'investissements qui sont un peu plus implantés, qui sont là depuis plus longtemps que notamment les cryptos, notamment la bourse ou l'immobilier, faire un fois 10 en 2 ans, c'est juste extraordinaire. Tu vois, on considère que, faire un 10% annualisé sur plusieurs années, notamment en investissant sur la bourse, ça peut être sous forme d'ETF ou autre, c'est des très bonnes performances sur la durée. Et c'est vrai que dans la crypto-monnaie, faire du 10%, par contre, on est d'accord que c'est clairement pas des super rendements. Et on est capable de faire bien plus sans pour autant prendre des risques qui sont démesurément plus élevés. Par contre, je pense que c'est pas une question simple à répondre au premier abord, parce que quand on est dans la crypto-monnaie, justement, on a vu par le passé ce qu'il était possible de réaliser, tu vois, de faire des fois 100, fois 10, fois 10 000 même. Il y a eu des projets qui ont fait ça en 2 ans sur du bull run. Euh, Vu que ça a été possible, est-ce que c'est absolument ce qu'on doit rechercher quand on investit? Je ne suis pas persuadé, mais néanmoins, c'est quand même, je trouve, difficile quand on est dans la crypto-monnaie d'arriver à jauger son risque et d'avoir des attentes réalistes par rapport au marché dans lequel on a décidé de placer notre argent, justement. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ça, Théo. Ouais, mais tout à fait. Bah, après, pour reprendre un peu l'exemple, c'est vrai que 10%, tout ce qui peut être garantir du 10%, tout ce qui est fonds d'investissement, c'est un peu, ouais, entre 10-12%, c'est un peu la zone Bernard Madoff, entre guillemets, où on va te garantir 10% par an. Enfin, franchement, ça n'existe pas. Tu peux avoir du 10% annualisé sur du très long terme, mais dans tous les cas, tu auras des années à 14, des années à 5, des années à -3. Et du coup, avoir une performance assurée euh, de 10% chaque année, c'est même suspicieux, j'ai envie de dire, si c'est Mmh. garanti dans le domaine traditionnel. Et pour autant, dans la crypto, ça peut être aussi. Et il faut vraiment chercher ces attentes, tout ça pour dire que c'est plus sur le long terme et ça va être toujours sur de l'annualisé, de la performance en garantie chaque année. Ça va être très compliqué de savoir où on va se situer. Et dans tous les cas, je te rejoins dans le fait de, voilà, en annualisé et sur du très long terme, si on a choisi les bons actifs, on va avoir des performances qui sont nettement supérieures au, euh, au marché traditionnel. Et c'est vrai qu'au début, on a vite tendance à décorréler, oublier tout ce qui se passe un peu à côté et à se laisser entraîner dans les schémas narratifs ou dans les projections. Et c'est vrai que la crypto, ça a vraiment ce côté un peu biaisé parce que ça a existé et les exemples continuent d'arriver où avec très peu d'argent, en investissant au bon moment sur voilà, un coin sans forcément trop de recherche, il y a ces résultats exceptionnels qui arrivent, ou même en investissant voilà, les fameuses histoires de millionnaires du Bitcoin Mmh. qui sont arrivés à plein de personnes et qui arrivent encore. Et du coup, c'est vrai que dans l'imaginaire, un petit peu dans tout cet imaginaire autour de la crypto, on sait que c'est possible parce que ça l'est réellement. Et du coup, on a vite tendance à croire aux promesses ou au schéma narratif avec beaucoup de gains. Enfin, techniquement, concrètement, pour reprendre un des modèles les plus connus, le stock to flow, donc qui suit un petit peu le prix du Bitcoin par rapport au halving, tout ça, qui promettait avec l'overshoot au-dessus du modèle à 100 000 dollars. Et je pense que l'objectif des 100 000 dollars pour le Bitcoin sur le cycle précédent que tout le monde attendait, ça venait en bonne partie aussi pour ce modèle. Enfin, il y avait plein de modèles historiques qui étaient basés là-dessus, qui, euh, qui étaient tous focalisés sur ces prix-là parce Mmh. qu'historiquement, c'est ce que ça aurait dû faire. Et du coup, on était tous, beaucoup d'influenceurs, voilà, plein de personnes qui étaient focalisées là-dessus et une bonne partie des personnes voilà, s'attendaient à ces rendements-là. Et au final, on s'est rendu compte que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et, euh, et même dans la crypto, l'historique, c'est vrai que c'est compliqué de s'y baser parce qu'on a toujours envie de faire des prédictions pour être le plus sûr possible ou s'assurer une certaine forme de sérénité par rapport à son investissement. Mais c'est vrai que on n'est jamais sûr de ce qui peut se passer. Et du coup, il faut être plus raisonnable pour revenir un petit peu au-dessus de la vidéo. Il faut toujours être raisonnable par rapport à nos attentes parce que c'est vrai qu'on a vite tendance à se laisser emballer, même encore avec l'expérience.
on peut se dire, mais oui, mais au final, c'est pas si déconnant que ça, parce que ce coin, il a déjà fait ça par le passé. Moi, je rentre maintenant, même en étant raisonnable. Par exemple, ça fait un 10 000, un 1000, un 100. Je dis, bon, je vais être raisonnable, je vais faire un x10. Mais il n'y a aucune garantie, quoi. Donc, du coup, il faut vraiment être humble par rapport aux attentes et voir, ouais, essayer d'anticiper. J'ai envie de dire, plus tu avances, plus tu as cette humilité qui arrive. Et encore, on n'est pas, on n'est pas dans les stades, je pense, où tu te dis, non, je vais revoir mes attentes à la baisse, parce que c'est vrai que quand tu as vécu ton premier cycle, tu te dis, ah, c'est bon, ça va faire ça. Tu as pris tes premières claques et du coup, tu as pris un peu tes leçons. Enfin, j'espère. Enfin, ce qui m'est arrivé sur pas mal de points, où tu as pris des claques d'humilité dans ta tête et tu t'es dit, bon, mais là, au final, ouais, ça effectivement peut-être moins basé sur les modèles, je vais être beaucoup plus conservateur, je vais peut-être prendre mes plus-values plus tôt dans le cycle, moins attendre. Et du coup, bon, c'est aussi de l'apprentissage, mais dans tous les cas, ouais, c'est plus de réalisme dans les attentes et aussi d'avoir vécu ce cycle où tu te dis, je vais investir en bull run, l'argent, voilà, c'est pas grave, c'est des plus-values dans la crypto-monnaie. Ce qu'on disait aussi en off l'autre jour. Et c'est vrai qu'en bear market, t'arrives et du coup, les 1 000 euros que tu aurais balancé à faire un vieux swap, à payer 300 euros de fee sur OneInch pour investir dans un shitcoin en te disant tu t'en fous. Là, actuellement, en bear market, tu te dis, c'est quand même 1000 balles, quoi. Est-ce que j'aurais pas mieux fait d'être un peu plus raisonnable, de se dire, ben oui, tant pis, j'investis pas, c'est de la plus-value, je le garde pendant 2 ans. Oui, c'est de l'argent qui sera peut-être parqué à rien faire. Mais du coup, est-ce que j'aurais pas eu mieux fait de le garder que plutôt que de le perdre bêtement en essayant d'aller grappiller quelques pourcentages de rentabilité sur un petit peu plus, voilà, pour dans cet esprit où il faut absolument que je fasse quelque chose, c'est le bull run, il faut que je bouge, je vais faire plein d'argent. Et au final, c'est pareil, quoi, ça marche jamais comme ça, quoi. Ou alors sur Ouais, un et puis coup de c'est vrai chance, qu'on se mais rend compte, on se rend compte vraiment de la valeur de l'argent entre guillemets en bear market et les 1 000 € que tu as investis, par exemple en bull n'ont absolument pas la même valeur, émotionnelle et tout ce que tu as évoqué tout à l'heure en bear. Quand 1 000 balles, tu investis sur un shitcoin ou n'importe quoi, tu dis: «Allez, c'est bon, j'ai déjà fait un x2 sur ce projet-là, je sors ma plus-value, je le réinvestis. Tiens, il y a une ICO sur tel projet, je n'ai même pas le white paper, je m'en fous, j'investis dessus». Et puis après, en bear market, tu te dis, punaise, j'ai balancé tellement d'argent sur des trucs, alors que ça représentait quand même des fois des sommes importantes, tu vois. Je ne connais pas le salaire des personnes qui nous regardent, mais imagine que tu sois payé 1500 balles par mois, tu reçois 1500 balles par mois de salaire. Tu gagnes, tu vois, tu investis sur un projet, tu mets 1 000 €, tu ressors 10 000, donc tu as réussi à faire un x10 sur ton projet. Là, tu ressors 5 000 €, tu dis, vas-y, ça, c'est entre guillemets une plus-value. Ces 5 000 €, tu vas commencer à les investir un peu n'importe comment parce que pour toi, c'est un peu de l'argent casino. Ça a été de l'argent plutôt simple et qui s'est fait de manière assez rapide. Mais 5 000 €, ça représente quand même plusieurs mois de salaire, théoriquement, que tu aurais pu avoir de côté. Et je parle de salaire, je ne parle même pas d'épargne. Et des fois, de mettre en lien l'argent que tu as gagné dans la crypto-monnaie, on va dire tes plus-values latentes que tu as aujourd'hui et de le mettre en lien avec ce qui se fait sur les marchés financiers en termes de rendement. Et en plus de ça, l'argent que tu aurais pu avoir en travaillant, par exemple, je sais pas, dans ton job aujourd'hui pendant X années, combien ça représente? Tu vois, typiquement, moi, il y avait des personnes avec qui j'ai échangé la dernière fois en off qui m'expliquaient que lui, lors du précédent bull run, les sommes qu'il avait théoriquement en plus-value latente, ça représentait plus de 10 ans de salaire. Tu vois. Alors oui, il disait: «Ouais, j'ai fait un x30 ou un x40», mais en gros, il n'a pas réussi à vendre parce qu'il disait: «Un x40, c'est nul dans la crypto. Moi, j'étais venu pour faire un minimum un x100». Sauf que quand tu mets en perspective les 10 années de salaire et là, c'était pour le coup vraiment de l'épargne, c'était même pas, enfin, c'était une plus-value, quoi. C'était pas un truc où il devait payer des charges. Tu as les impôts, tu as tout ce que tu veux, mais je veux dire, c'est vraiment une plus-value que tu es capable d'avoir de ton côté qui représente 10 ans de ton salaire. Et de l'autre côté, ta capacité à te dire: «J'en veux toujours plus», le côté greed, le côté cupidité qui te dit: «Non, bah, dans la crypto-monnaie, de toute façon, un fois 30, un fois 40, c'est pas suffisant, il faut un fois 100 et quand tu es un fois 100, ça sera jamais suffisant, il faudra un fois 1000». Et c'est d'ailleurs un peu ce qu'on remarque en bear market, c'est-à-dire qu'en bull, les gens, ils font un peu n'importe quoi, ils investissent un peu n'importe comment et en bear, là où la meilleure chose à faire, c'est peut-être de se rendre compte des erreurs qu'on a faites, de refaire une allocation d'actifs qui va nous correspondre et de faire le bilan sur les erreurs qu'on a faites. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'en bear, ils vont essayer de rattraper leurs pertes qu'ils ont loupées, en fait, si tu veux, en bull run. Soit les plus-values latentes qu'ils n'ont pas sauvegardées, et du coup, ils vont faire, tu vois, du trading actif, ils vont essayer de shorter le marché. Et puis après, vu qu'on est sur un marché qui est extrêmement volatile, ils vont se faire liquider avec une petite mèche qui va aller pile au niveau de leur stop loss. Et puis après, ils vont de nouveau repartir à la baisse. Donc, bref, c'est des gens, en fait, qui vont essayer
dans des périodes baissières, là où la meilleure chose à faire en réalité souvent c'est de rien faire et de se former et de faire le bilan de nos erreurs pour éviter de les refaire par la suite. Ils vont plutôt s'orienter sur une stratégie active, de faire le plus d'actions possible parce que pour eux, plus ils vont faire d'actions, plus ils vont essayer ouais, de faire des actions chaque jour, de faire ouais, du trading ou n'importe quoi. Ça va être un moyen pour eux de récupérer leur capital alors que c'est la pire chose en fait à faire en bear market. Ouais, ou alors, ce qu'on disait de réinvestir sur des projets, des plus-values, faire des ICO en bull run ou des choses comme ça. Au final, ça serait même théoriquement, parce qu'encore ça dépend des projets, mais au niveau conceptuel, c'est quand même plus intéressant de se lancer en bear market, où déjà il y a beaucoup moins de projets qui se lancent, parce que tous les Mmh. projets qui veulent capitaliser sur la hype, parce qu'il y en a à l'appel à chaque fois, qui ils font un fort, qui mettent à nous valuer, voilà, nouvelle interface utilisateur et qui ils te vendent ça avec le petit côté marketing en disant c'est un nouveau projet pour capitaliser sur bull run pour vendre des tokens. Là en bear market, il n'y a plus personne, donc les projets qui se lancent en général, et encore sur bon, là c'est théoriquement, je dis pas qu'il faut il faut sauter sur la première icônie en bear market parce que c'est pas du tout le cas, mais au niveau conceptuel, c'est ces 1000 euros là qu'on investit en bull run en les jetant un petit peu par la fenêtre n'importe comment, et ça va le recul au final, ce qu'il n'aurait pas mieux valu les conserver, rien en faire, attendre 2 ans et quitte à réinvestir, que ça soit en bear market, là où c'est le plus posé, et où les projets qui se lancent, ils ont un taux plus faible, et où, encore une fois, théoriquement, ils ont une vision un peu plus long terme, parce qu'ils se disent, je lance en bear market, c'est pas là où je vais voir le plus gros price action, il n'y a pas la hype, il n'y a pas le bull run, il n'y a pas tout ça, et donc ça viendra peut-être avec le prochain cycle. Et du coup, c'est vrai aussi qu'il y a ces personnes-là qui étaient prêtes à jeter ces 1000, 2000 euros sur un projet comme ça, comme tu dis, sans lire le white paper, je clique, j'envoie les trucs, on verra bien. C'est les mêmes qu'au bear market. Euh, tu as peur d'investir, ne serait-ce que 500 euros, tu dis, mais là, je garde tous mes sous. Je Mmh. suis passé à côté de tellement de plus-value, où j'ai perdu tellement d'argent, que je suis paralysé, je fais plus rien. Alors que justement, bon, il y a se former, il y a faire des trucs, mais justement, c'est les moments au pire du bear market où c'est le meilleur moment pour investir si le projet est valable, encore une fois. Et du coup, c'est vrai que c'est curieux et on n'est pas du tout raisonnable parce que moi, ça m'est arrivé où tu te dis, après, bon, c'est j'ai pas perdu non plus, voilà, beaucoup d'argent un petit peu sur ce que j'ai joué, mais j'ai vraiment vécu ce côté où l'argent a beaucoup moins de valeur, tu vois, ce qu'on disait, Mmh. au niveau conceptuel, l'argent alors, c'est peut-être aussi que ça venait de plus-value que j'avais déjà réalisé sur des multiples assez importants. Du coup, c'est vrai que c'est pas la même valeur au niveau mental que si c'est ton salaire que tu gagnes tous les mois petit à petit. Et du coup, tu dis, bon, je vais l'investir une toute petite partie là-dedans. Mais même, voilà, entre le bull run et le bear market, c'est différent parce que là, quand tu es redescendu un peu sur terre, que tu as t'as pris tes claques, comme j'ai dit avant, tu réfléchis à 2 fois avant de faire n'importe quoi. Mmh. Des comportements que j'ai eu il y a 2 ans, investir n'importe comment, là maintenant je le referai plus, ou alors voilà, beaucoup plus posément et avec une autre conception du truc, quoi. Et c'est vrai que ouais, même au niveau du coût des swaps, au niveau de faire des projets, on se dit, mais au final, le recul, j'aurais mieux fait de rien faire et je serais gagnant. Même si j'avais rien fait, à ce moment-là, j'aurais gardé mes stablecoins, ou j'aurais gardé le premier actif que j'avais au lieu d'essayer de faire des stratégies de miser sur des hausses, revendre, repasser, swapper contre un autre actif pour peut-être aller chercher plus de plus-value. J'aurais eu une meilleure compte. Et pour revenir aux attentes raisonnables, de valider ma plus-value peut-être avec un x2, x3. Bon, humilité, j'ai fait x2, x3, c'est déjà énorme, encore une fois, par rapport aux performances des actifs traditionnels. Je garde mon x2, x3 en bear market, je réinvestis et j'aurais eu des résultats beaucoup plus importants sur cette partie de mon portefeuille qu'avec les stratégies que j'ai essayé et qui n'ont pas du tout fonctionné au final. Faire Mmh. des swaps à 200 balles pour rentrer en se disant que peut-être l'autre actif il avait plus de potentiel. Et au final, je me suis rendu compte que c'est pas du tout là où j'ai fait le gros de ma plus-value. Le gros de ma plus-value, il a été fait sur les actifs où je suis rentré justement en bear market et que j'ai réussi à Et tu rien revendre. fait et Euh, tu rien fait. ouais, voilà, j'ai acheté mon petit DCA, mon père de famille, mon petit DCA en bear market. J'ai attendu pendant le cycle haussier. Cette partie-là, j'ai pas touché, j'ai pas ralloué. J'ai réussi à les vendre, bien sûr pas au top, mais j'ai quand même fait des x8, x9, x10, donc qui est quand même très honnête, donc qui n'est pas des x1000, bon, même x5 pour certaines parties, mais c'est au final là où j'ai fait le gros de ma plus-value, Mmh. et c'est pas du tout sur mes stratégies pourries en fin de bull run où tu dis, ben là j'ai déjà vendu la grosse partie de mon portefeuille, j'ai fait des plus-values, mais c'est l'excitation, donc tu te sens un petit peu obligé quelque part
surtout quand tu es débutant, de faire des choses. Il faut swapper, il faut acheter, il faut faire des choses. Il y a des opportunités de partout, il faut absolument que j'investisse. Et au final, pas du tout. Au final, il faut attendre que ça se calme de lui-même, que le marché redescende. Et voilà, par expérience, c'est le meilleur moment pour perdre de l'argent, c'est en fin de bull run, surtout si tu as récupéré des plus-values et te dire, il faut que j'en réinvestisse une partie parce qu'il y a encore des coups à faire. Et au final, il y a de grandes choses que tu te retrouves avec la patate chaude au moment où ça retombe et que tu ne sois pas capable de ressortir parce que quand ça retombe, ça va très vite. Et si tu es encore dans cette euphorie de je vais me refaire, je vais gagner de l'argent, il y a de grandes chances que tu perds tout le travail qui a été fait en amont, d'investir dans la période baissière. Si tu as réussi en plus à valider des plus-values, c'est dommage de perdre justement par gourmandise, entre guillemets, pour essayer d'aller grappiller quelques pourcentages de plus, quelques multiples de plus qui sont beaucoup plus risqués et avec beaucoup moins de possibilités de résultats dans tous les cas, quoi. Ouais, et puis surtout, tu vois, en bull run, tu as toujours, je trouve que tu as un gros problème de biais de confirmation. C'est-à-dire que dès que tu vois qu'un projet, augmente ou tu as des grosses bougies rouges, tu vas prendre ça comme une confirmation d'un bon investissement et au lieu de le voir comme étant quelque chose de plus risqué parce que c'est le cas, c'est-à-dire que s'il y a eu des grosses bougies vertes, alors j'ai dit bougies rouges tout à l'heure, je crois que c'est bougies vertes pour le coup, il y a des vraies augmentations. Tu vas voir ça comme étant une confirmation d'un bon investissement, mais non, en fait, il est plus cher, il est plus risqué. Tu l'achètes justement à un niveau plus élevé que ce que tu pourrais faire en bear market. Mais les gens, justement, ils attendent la confirmation de la grosse bougie verte, de l'euphorie, pour se dire, punaise, ça a augmenté déjà depuis 3 mois, le projet, il a déjà fait un x20, punaise, c'est maintenant qu'il faut que j'investisse, c'est pas demain, parce que j'ai déjà attendu 3 mois, ça fait 3 mois que j'attends, le projet, il a fait un x20, c'est maintenant. Alors qu'en bear market, justement, quand on a des bougies rouges, on le sait que l'objectif, c'est d'acheter bas et de revendre haut, mais les biais cognitifs nous poussent à croire que justement, les bougies rouges, c'est pas le bon moment pour investir, que c'est considéré comme étant cet investissement-là comme étant plus risqué qu'en bull run, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Le risque et le rendement qu'on prend en investissant en bear market sur des projets qui fondamentalement tiennent la route n'a rien à voir en bear market et en bull. Et justement, ça, je pense qu'il faut le vivre au moins une fois pour se rendre compte justement de ce qu'il y a derrière. Ce qui pousse aussi beaucoup de gens à investir, et je ne sais pas si toi ça te l'a fait, c'est de te dire, tu vois, notamment lors du dernier cycle, puis c'est le cas depuis pas mal de temps, mais si tu t'intéresses à l'investissement, tu sais, on te bassine sur l'inflation, l'impression monétaire, attention, il ne faut pas avoir du cash parce que ça te fait une dévaluation de ta monnaie, etc., etc. Du coup, en fait, avoir du cash, pour beaucoup de gens, c'est un peu un fardeau et ils se disent, bah non, je ne vais pas avoir du cash. Aujourd'hui, il faut investir son argent. Si j'investis pas mon argent, je vais me le faire grignoter par l'inflation et là, je suis sûr de perdre de l'argent. Alors que si je le mets dans la crypto-monnaie, par exemple, ou dans une classe d'actifs et que je l'investis, oui, je vais subir la volatilité, mais c'est bon, j'ai fait les choses correctement parce que je l'ai investi. Donc, je suis théoriquement bien placé pour battre l'inflation. Et je pense que c'est là aussi où beaucoup de gens font des problèmes parce que prendre des plus-values en bull market, c'est aussi accepter, par exemple, d'avoir une partie de nos crypto-monnaies en stablecoin. Alors, la plupart du temps, ça peut être de l'USDC, de l'USDT. Pour ceux qui veulent lutter contre l'inflation et qui veulent avoir des métaux précieux, ils peuvent le mettre, par exemple, sur du Paxos Gold. C'est possible. Il y a d'autres risques qui sont liés à ces stablecoins-là. Il y a des solutions. Mais je pense que ce qui pousse aussi beaucoup de gens à faire des erreurs, de ne pas sécuriser correctement leurs plus-values ou de réinvestir, tu vois, les plus-values qu'ils ont effectuées sur certains projets, c'est justement de considérer que voilà, c'est risqué d'avoir du cash aujourd'hui, c'est pas forcément une bonne chose. Que aujourd'hui avoir trop de cash, bah, c'est accepter de se faire grignoter par l'inflation, et donc ça peut amener les gens à prendre aussi des mauvaises décisions là-dessus, quoi. Tout à fait. Après, je voulais revenir sur le point que tu as dit, qui est très important et mettre un petit exemple. Et l'investissement, c'est vrai que c'est le seul domaine de la vie où tu as ce biais cognitif, où tu vois un truc qui a doublé de valeur et tu as encore plus envie de l'acheter qu'avant. Et les autres domaines de la vie, ça se passe pas du tout. Enfin, avec l'inflation, Mmh. tout le monde est au courant. Quand tu arrives pour faire ton plein d'essence, qu'il est à 2 euros au lieu d'1,50 €, ça te fait pas plaisir. Quand tu vas au supermarché, le caddie qui avant de coûter 50 euros, maintenant il t'en coûte 100 ou plus de 100 euros, ça te fait pas plaisir. Et dans l'investissement, quand tu vois un actif que tu regardes depuis un certain temps qui a fait x2, tu dis, il faut que je l'achète, c'est le moment. C'est maintenant. Alors que justement, c'est 2 fois moins intéressant. Et ça, c'est vraiment, dans le livre, là, tu as lu la chose la plus importante de War Marx, qui est très, très bon livre Mmh. d'investissement, donc qui n'est pas du tout sur la crypto, plus sur les actions. Mais c'est vrai, conceptuellement, si ça a déjà fait un x2, c'est que c'est 2 fois moins intéressant. Vous allez prendre 2 fois plus de risques, vous allez vous asseoir sur la moitié des plus-values potentielles. Mais par contre, c'est là où les gens ils se disent, c'est vraiment là qu'il faut l'acheter parce il y a tout le côté narratif, la bougie verte, comme tu l'as dit, qui arrive. Et c'est vrai que c'est quelque chose
faut essayer de garder en tête, même si c'est pas facile, mais c'est vraiment curieux quand tu lis cet exemple parce que tu te dis, mais c'est vrai quand tu vois le truc qui monte. Toi, en plus, si tu avais la malchance d'avoir suivi le truc, de dire non, moi je vais pas investir, je creuserai plus tard le projet, et tu vois que c'est commence à monter, à monter, à monter, à monter, et c'est là, tu as vraiment le FOMO qui arrive pour l'avoir vécu plusieurs fois, et tu te dis, mais j'ai envie de l'acheter, et au final, c'est jamais la bonne C'est décision le parce que pire moment. Quand tu ouais, ressens le t'acceptes. FOMO, à chaque fois, par expérience, tu regardes. Dès que tu ressens le FOMO, est-ce qu'il y a une seule fois dans les investissements que tu as fait dans la crypto ou ailleurs où tu as ressenti le FOMO, où tu as investi, où je t'ai dit avec le recul et avec l'expérience, ah, c'était un super moment. Ou à chaque fois, tu t'es fait rex. À chaque fois que tu as ressenti un FOMO et que tu as investi à ce moment-là, enfin, moi je sais, hein, par expérience, à chaque fois que j'ai fait ça, je reviens quelques années après, 1 an, 2 ans après, à chaque fois, c'était une mauvaise décision. Chaque fois que j'ai ressenti ce truc-là. Il y aura peut-être une probabilité, un cas parmi 1000 autres où, tu aurais pu ressentir ce truc-là et que tu aurais pu investir au bon moment. Mais franchement, en termes de probabilité, de statistiques, c'est très, très, très rarement le cas, hein. Ouais, tout à fait. Alors, c'est pas forcément en règle, mais c'est jamais les meilleures opérations quand tu fais le truc, Ouais, que tu es émotionnellement investi, que tu es là dans ton ah, petit, faut que je fasse le swap, faut que j'investisse, tu vois, que émotionnellement, tu es un peu stressé, tu dis qu'il faut que tu ailles vite, que l'opportunité c'est maintenant, que tu vas louper. Ouais, effectivement, par expérience, c'est jamais le bon moment. Et c'est vrai, du coup, c'est quand même un truc de fou. Et c'est intéressant de partager les expériences aussi par rapport à tout ça pour ceux qui sont peut-être plus débutants. Et c'est vrai qu'après, c'est difficile de s'y mettre, mais c'est vraiment, c'est des choses qu'on a vécues vraiment dans la peau. Et cette sensation de te dire, ah, je vais louper le truc, il faut vraiment que j'investisse maintenant. Moi, je me revois au tout début à faire des swaps à 3 heures du matin pour investir sur des projets où je me disais, à c'est 300 balles le absolu. swap. Ouais, 300 balles le swap à 2-3 heures du matin, enfin, lundi matin en plus. Enfin, vous imaginez le truc, quoi. Lundi matin, t'as toute la semaine après à te taper derrière. 3 heures du matin devant ton ordi, à attendre des trucs, le truc où pour faire tes swaps, pour faire le machin, en étant c'est le moment, il faut le faire. Et franchement, voilà, jamais les meilleurs résultats. Et au final, avec l'expérience, c'est vraiment ça, c'est le moment où tu fais ton petit truc tranquille, où tu as ton temps, dimanche matin, tu te mets tout seul dans ton bureau, tu fais tes petits swaps, tu fais tes petites transactions, tranquillement, il n'y a aucune pression, le marché, Mmh. voilà, il n'y a rien qui se passe, t'attends, et en général, c'est là où tu as les plus gros résultats. Mais c'est vrai que c'est difficile, et quand tu es pris un peu dans la tourmente, tu as tendance à oublier tout ça, à plus être rationnel. Et bon, là aussi, on est en bear market, donc c'est facile, mais bon, c'est aussi un message pour nous, mais essayer de garder ces messages, et peut-être revoir la vidéo dans quelques mois, peut-être l'année prochaine, quand le bull run aura sûrement repris, et essayer de se rappeler ces mots, parce que c'est vrai que, encore une fois, c'est des attentes raisonnables, mais c'est être nous-mêmes aussi raisonnables par rapport à tout ça. Et je pense que c'est avec l'expérience, et plus on pratique, plus on arrivera à tendre vers ça. Mais c'est vrai que Mais il faut le c'est vivre. intéressant aussi. Bon, ouais, c'est Je ça. je je pense qu'il faut le vivre. Tu vois, tu peux pas savoir, on aura beau expliquer ça, si tu l'as pas vécu, ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par l'autre. Par contre, quand tu l'as vécu, que tu l'as expérimenté et que tu as, subi tes mauvaises décisions, parce qu'en plus tu le savais. Je veux dire, si tu as FOMO sur un mauvais projet, tu en entends parler pendant 2, 3 mois, tu dis: «Non mais franchement c'est un shitcoin», puis j'investis pas, puis tu en entends parler 1 mois, 2 mois, 3 mois, le projet il fait fois 20, fois 30, fois 40, fois 50 et au moment où tu vois le truc, tu dis: «Bah allez, c'est bon, ça fait, plusieurs fois qu'on entend parler, je l'ai vu, j'ai déjà loupé un fois 50, j'y vais maintenant» et là, pile au moment où tu investis, le machin, bougie rouge, tu vois? Et tu fais: «Putain» et tu le savais, tu vois? Tu le savais et tu le répètes à tout le monde et tu le dis et c'est pas parce que tu le dis que justement tu l'as expérimenté et pour autant, tu le sais qu'il ne faut pas faire ça, donc tu pourras t'en prendre qu'à toi. Et je pense que ça, c'est vraiment aussi une grosse preuve d'humilité parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas infaillible. Et même Warren Buffett et Charlie Munger, qui sont l'un des plus gros investisseurs de tous les temps, si ce n'est de tous les temps, même eux, ils expliquaient que lorsqu'ils avaient écrit un bouquin sur les biais cognitifs, les biais émotionnels, même eux, en les connaissant parfaitement, ces biais, aujourd'hui, ils sont encore sujets à ces biais-là parce qu'on est des êtres humains. Donc, on a beau être des investisseurs aguerris, avoir plusieurs centaines de milliards, en fait, on sera toujours sujet à ça. Après, c'est la manière dont on va pouvoir être capable à gérer ses émotions et justement apprendre les différents points qui font qu'on va se sentir plutôt partir vers un biais plutôt qu'un autre. Et justement, quand on a ces signes précurseurs-là, de savoir les garde-fous qu'on est capable de mettre en place pour éviter de tomber justement dans ces travers. Dans la crypto, si vous loupez une opportunité, c'est pas grave, il y en aura plein d'autres. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris aussi, c'est que c'est jamais urgent d'investir aujourd'hui et maintenant. Et si vous ressentez le besoin d'investir aujourd'hui et maintenant, je peux vous assurer à 99% de chance que si vous attendez 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 1 an, ça ne posera pas de problème. Vous aurez autant de possibilités, si ce n'est même plus. Parce que si vous ressentez un FOMO, c'est qu'on est souvent dans une période euphorique fin de bull run
et que si vous attendez un an et demi, vous pourrez acheter pour beaucoup moins cher. Donc prenez le temps justement de vous former, prenez le temps d'avoir du recul par rapport à ça. Quand vous ressentez ces émotions-là, c'est normal, mais je pense que le plus important, c'est de les vivre, de les conscientiser et de les expérimenter une fois, parce que des erreurs, vous allez en faire, ça c'est obligatoire. Si on revient rapidement au sujet de la vidéo qui était comment avoir des attentes réalistes, je pense que de mettre en lien on va dire les performances classiques qu'on peut avoir sur des classes d'actifs plus implantées comme l'immobilier ou la bourse, c'est important de se rendre compte que ce qu'on a dans la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est possible parce qu'on est sur une classe d'actifs qui est très jeune, très volatile, où les risques sont plus élevés que la moyenne, donc on va rechercher des performances aussi plus élevées. Ça, c'est possible parce que la classe d'actifs est jeune, mais quand elle sera beaucoup plus mature, beaucoup plus implantée, tout ça, ça sera bien évidemment plus possible. On ne pourra pas, je pense, en 2040, s'amuser encore à rechercher des projets qui feront x1000. Ou alors ça sera tellement plus rare que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, bien mettre en lien entre ce qui se fait dans la finance traditionnelle et ce qu'on est capable dans la crypto-monnaie. Moi, aujourd'hui, je vois la crypto comme étant un moyen pour pouvoir extraire, on va dire, des performances de ce marché. Ça serait trop bête de s'en priver. C'est-à-dire que je ne vais pas être en train de chercher de timer le bottom ou de timer le top. Je vais extraire une performance. Mon objectif, ça va être de gagner de l'argent. Je vais extraire une performance du marché, puis après, je vais le réallouer dans d'autres classes d'actifs, que ce soit bien évidemment la crypto, parce que je vais rester une partie dans la crypto, parce que j'adore ce secteur d'activité, mais je vais le rallouer aussi tu vois, sur de l'immobilier, sur du secteur entrepreneurial, sur du private equity, sur de la bourse, sur d'autres classes d'actifs, parce que derrière, une fois que tu as sécurisé un peu plus ton patrimoine, ton portefeuille, et que tu as compris que c'était ton capital qui te permettait derrière d'avoir des résultats intéressants, ce n'est pas la même chose de gagner 10% sur 500 000 euros, ce n'est pas la même chose que de gagner 10% par exemple sur 500 ou sur 5 000 euros. Derrière, l'effet de levier, il n'est pas identique, il n'est absolument pas pareil, et surtout, plus on va avoir un capital important, moins on sera obligé d'aller chercher des risques importants pour obtenir des résultats qui soient intéressants. Donc derrière, moi, je vois vraiment la crypto comme ça, comme étant un moyen pour pouvoir extraire une performance du marché, faire une nouvelle réallocation d'actifs pour pouvoir se protéger, profiter de ces moments où on est encore sur un secteur très jeune, très volatile, parce que s'il y a des performances à aller les prendre, justement, ça vaut le coup d'aller les chercher, comprendre que ce qu'on a aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas encore reproductible pendant 10, 15, 20 ans. Il y aura un moment donné où peut-être que les épisodes de halving seront moins significatifs que ceux qu'on a pu connaître par le passé. Ce n'est pas la même chose de passer de 50 bitcoins toutes les 10 minutes à 25, et puis à 12,5, puis à 6,25, et puis quand on passera à 0,005 bitcoin à 0,00025, bon, voilà, après, il n'y aura plus du tout, je pense, les mêmes effets en termes de halving et en termes de performance. Et ce qui m'a vraiment aidé, et ce qui nous a aidé un peu tous sur cette chaîne, c'est de mettre en lien ce que vous avez dans la crypto-monnaie et de le faire le lien avec votre vie personnelle. Si typiquement ce que vous avez en termes de plus-value aujourd'hui, c'est, je ne sais pas, si chaque année vous arrivez à mettre 10 000 euros d'épargne de côté par rapport à votre salaire et que dans la crypto, par exemple, vous arrivez à un moment donné à avoir 100 000 euros de plus-value, ça fait 10 ans d'épargne que vous sauvegardez, le temps que ça vous a permis de gagner en fait cette plus-value. Ce qui va vous permettre de faire le lien entre les deux, c'est le temps que ça vous a permis de gagner et la plus-value que vous avez réalisée. Si vous arrivez à faire le lien entre les deux, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus rationnel par rapport à vos décisions et beaucoup moins dans l'émotionnel à se dire c'est bon, je suis en bull run, je peux réinvestir, je sécurise pas mes plus-values parce que j'ai fait 100 000 balles, mais c'est bon, ça va remonter à 200 000 ou 300 000. Et après, vous allez le regretter parce que vous allez vous dire punaise, c'était quand même une chance inouïe et c'est dommage que j'ai pas pu capitaliser dessus. Je sais pas si tu as envie de rebondir dessus ou si on arrête la vidéo là. Non, je suis d'accord, on peut fermer, on peut clore Ouais. quand ça fait 7 ans. Donc, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo comme d'habitude. Donc, je vous mets le lien de la chaîne de Théo, Aventure Crypto. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Je vous mets le lien vers ma seconde chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, sur lequel je parle donc d'entrepreneuriat, finance personnelle, investissement, qui est très complémentaire à ce qu'on peut présenter là sur Tokens Invaders au niveau crypto. Là, on va parler de bourse, immobilier, entrepreneuriat, etc. Pas uniquement accès crypto. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Pour tous ceux qui veulent se faire accompagner, notamment dans leur investissement crypto, n'hésitez pas à réserver un appel avec nous. Vous aurez juste un petit questionnaire à répondre. Donc, vous cliquez dans le lien dans la description de la vidéo. Vous avez simplement à sélectionner un créneau qui va vous correspondre, à répondre à un petit questionnaire. Et puis, l'idée, après de cet échange, c'est de voir ensemble comment on pourrait être amené à pouvoir vous accompagner à investir durablement dans l'écosystème crypto. Et enfin, pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former, vous avez un programme de formation offert de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. Vous cliquez dans la description, vous cliquez sur le lien, vous mettez votre adresse mail, un mot de passe et vous pourrez directement vous connecter à l'espace membre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.